Chose promise, chose due, nous revoilà en ce début d'été pour une nouvelle vidéo. C'était pas crédible. Hein. Bon, je sais, j'ai pris mon temps, j'avais d'autres choses à faire, par exemple... Me jugez pas, s'il vous plaît. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. On se retrouve en ce début 2016 pour faire le bilan de 2015, année un peu compliquée, que cela soit à l'échelle politique, mais également à l'échelle cinématographique. C'est pourquoi nous allons commencer par les pires films de 2015, histoire de bien commencer l'année et de se foutre la pêche. Terminator Genesis, réalisé par Alan Tudyk, réalisateur notamment connu pour Thor 2 et aussi quelques épisodes de Game of Thrones. Comment dire, Terminator Genesis est l'exemple même de ce que nous a proposé 2015 en termes cinématographiques. Réfléchissez-y, on a eu le droit à un revival des années 90. Je vais pas citer les films, étant donné que je vais en parler plus tard dans cette vidéo, mais également dans l'autre vidéo, qui arrivera techniquement cette semaine également, mais on verra bien comment ça se passe. Mais c'est-à-dire qu'on a repris un film des années 90, et au final, le film qu'on nous a proposé en 2015 était un pseudo-reboot du film des années 90, où on a fait 25 000 clins d'œil, même si ça alourdit le sujet et que l'histoire devient peu intéressante et ne devient juste qu'un jeu pour faire « T'as vu la référence? T'as vu la référence? T'as vu la référence? T'as vu la référence ?» C'était pénible. C'était pénible. Ce Terminator était tellement lourd et les clins d'œil étaient tellement peu fins. Je crois que ça se dit pas peu fin, mais je pense que Terminator mérite la mention peu fin sur son affiche. Je dirais de ce Terminator qu'il n'a d'intérêt que pour un petit retour de Schwarzy au ciné dans un rôle principal. Ouais, ça fait plaisir un peu. Sinon, le film est... L'histoire est complètement inintéressante de par ce côté assez forcé des clins d'œil à la saga. Et l'autre gros souci de ce Terminator Genesis, je ne sais pas, était sa bande-annonce qui a complètement spoilé le gros twist du film. Je ne vais pas le dévoiler, mais sachez qu'un personnage n'est pas qui il prétend être. Voilà, je n'en dirai pas plus. Quoique je m'en fous, j'ai pas aimé le film. Bon, bah John Connor, en fait, c'est pas John Connor, vous verrez, il a été tué et remplacé par un robot, quoi. I'll be back. What? Neuvième place de ce classement, et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de perdre de la lumière, donc si de ce coup la lumière change, c'est normal, parce que sinon, d'ici un quart d'heure, vous ne me verrez plus. Neuvième place de ce classement, un film dont tout le monde se fout, donc on va passer très rapidement dessus. Ça s'appelle Area 51, Zone 51 en français. C'est réalisé par Oren Peli, qui a relancé la mode des fan footage avec son Paranormal Activity. Et là, il nous propose un film sur la Zone 51, qui est ni un film d'horreur, ni un film de science-fiction, qui est toujours un fan footage, où la Zone 51 apparaît un quart d'heure à la fin du film, sinon tout le reste, c'est juste des gamins qui étudient sur le complot de la Zone 51, et on se fait chier parce que la bande-annonce nous montrait qu'on était dans la Zone 51, et au final, on n'y est pas plus de 10 minutes. Voilà. Je ferai jamais aussi court de ma vie. What is this place? Oh my god. Huitième position, un autre film dont tout le monde se fout, Prémonition d'Afonso Poyar, film avec Anthony Hopkins et Colin Farrell. C'est d'ailleurs presque un spoil de savoir que Colin Farrell est dans ce film. Ce film montre que
tout le monde ne peut pas réaliser Seven. Il n'y a que David Fincher qui peut faire Seven. Prémonition essaye d'être Seven. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, l'histoire à la base devait être la suite de Seven et ça a été adapté pour faire ce Prémonition. Prémonition raconte l'histoire d'un ancien... c'est pas un flic, c'est comment j'ai du mal à définir ce poste. C'est-à-dire, c'est un médium, un psychique qui vient aider la police pour ses enquêtes. Et voilà, et donc c'est un mec qui est à la retraite qui vient aider la police parce qu'il a des visions et qu'apparemment, le tueur sur lequel la police enquête, lui aussi a des visions du futur, ce qui lui permet de toujours éviter la police et de laisser pas des indices, mais des petits... comment dire, des petits pieds de nez, quoi. Genre, à 9h58, je sais que vous allez ouvrir la porte, machin, nanana. Et c'est nul. Et c'est super nul, parce qu'en fait, le souci de cette enquête policière, c'est que tout est justifié par... Pas tout est justifié, mais tous les indices sont trouvés par... Non, mais je suis un psychic. Regardez cette poubelle, là-bas. Je pense qu'il y aura un indice. D'accord. Et donc, tout le film, le spectateur ne peut pas s'identifier au personnage parce que c'est même pas un médium, quoi. C'est un mec qui a des super pouvoirs. Le gars, il nous sort des indices que il y a aucune preuve, aucun indice qui est crédible dans ce film à cause de ça, parce que c'est juste je sens des fleurs. Ou pourquoi, qu'est-ce? Non, on comprend pas. On comprend pas, donc ça ne fonctionne pas. Là où un Seven fonctionne parfaitement parce qu'on a des indices distillés dans le film et waouh, la grosse révélation est folle. Là déjà, en plus, dans les flashs, on nous montre de temps en temps Colin Farrell. Donc on sait que c'est Colin Farrell le criminel. Il n'y a aucun suspense, c'est un film ridicule. I wanted to meet you for the longest time. I can't believe we're finally face to face. 7ème position de ce classement, Bis de Dominique Farrugia. J'ai beau avoir de la tendresse pour Dominique Farrugia parce que je fais partie des gens qui préfèrent les nuls aux inconnus. Mais merde, quoi. Je veux bien que... je vais vous résumer le film vite fait. En gros, c'est des quarantenaires, cinquantenaires, hein, parce que Franck Dubosc... j'ai l'impression qu'il a 40 ans depuis 15 ans, en fait, dans ses films, qui se retrouvent après une soirée de cuite, à se retrouver dans leur corps d'ado dans les années 80. Et grâce à ça, ils vont essayer de changer leur vie du futur, tout ça. Vous voyez Retour vers le futur, c'est la même chose. Le seul souci que j'ai avec ce film, c'est que c'est que derrière un postulat fantastique, on a une comédie française lambda. On est dans les bons sentiments, on est dans celui qui était fâché avec son père, qui va essayer de se réconcilier avec lui dans le passé parce que après toute sa vie elle était triste parce que il est mort son père quand il était jeune alors qu'il s'était engueulé, tout ça. Après je veux bien, ça peut être un bon élément scénaristique, mais pas quand c'est joué par Franck Dubosc, pas quand c'est dans une comédie qui le reste du temps est prout-prout et là on te met une scène d'émotion en plein milieu. Y a un truc qui existe et qu'on n'utilise pas en France, c'est le character development. Ton personnage principal ou tes personnages principaux dans le cas-là se doivent de progresser au fur et à mesure dans le film. Et là, c'est jamais le cas. Là, c'est... Si on fait des trucs rigolos, c'est les années 80. Regarde, j'ai un Minitel. Viens, on va à une boum. Waouh! Waouh, c'était vraiment médiocre. Dans le même style cette année, avec à peu près... Non, c'est pas la même histoire. Mais les mêmes thèmes, je vous conseillerais 10 fois plus Nos Futurs, de Rémi Besançon, qui raconte l'histoire de deux potes qui s'étaient pas revus depuis les années 80, qui se retrouvent et qui se disent, putain, et si on organisait une soirée et on réinvite tous les mecs qu'on invitait à nos booms dans les années 80. Et ce film fonctionne 10 fois mieux.
est 10 fois plus surprenant. Je peux vous dire que, oui, il y a des surprises dans ce film. 10 fois plus émouvant, 10 fois plus drôle peut-être, même si c'est un peu moins, ça se veut être un peu moins une comédie. C'est... D'un côté, il y a du cinéma, de l'autre, il y a du divertissement de TF1. Voilà. On retrouve Jupiter, le destin de l'univers. J'aime beaucoup ces titres français très nanars. Et au final, je pense qu'il n'y a pas autre titre qui aurait mieux correspondu à ce film. J'aime bien les frères Wachowski. Je dis pas que j'aime beaucoup, mais j'aime bien. Je fais partie des défenseurs de la trilogie Matrix. Et pas que de Matrix 1, de la trilogie complète. Attention, moi on me tient plus. Et j'aime beaucoup également Cloud Atlas, des frères Wachowski. Après, enfin des frères et sœurs maintenant Wachowski. Et après, le reste de leur filmographie est plus douteux. Et ben, ce film, il est assez extraordinaire en termes de... je sais pas comment le définir. C'est un gros foutoir. C'est à la fois de la science-fiction, à la fois de l'heroic fantasy, à la fois une comédie potache, mais également... également un Twilight-like. C'est hyper dur à dire, Twilight-like. Étant donné que... c'est vrai que je ne vous ai pas raconté l'histoire. Mila Kunis, c'est une fille d'origine russe ou ukrainienne ou pays de l'Est en tout cas, qui est femme de ménage, qui nettoie les chiottes. C'est rigolo. L'un des premiers plans, c'est ça. Et au final, ses parents ont été assassinés il y a longtemps, tout ça. Et elle va découvrir qu'en réalité, elle est la reine ou elle est la réincarnation d'une reine, de la reine de l'univers en fait, de la grande chef de l'univers. Et donc il y a des extraterrestres, quoi. Enfin, même s'ils ont une allure humaine, ce sont des extraterrestres qui veulent s'emparer d'elle parce que justement, s'ils s'emparent d'elle, c'est eux qui auront le pouvoir, etc., etc. Et c'est vraiment... Déjà, c'est imbitable. C'est imbitable parce que ça n'a tellement pas de sens qu'on regarde ça et qu'on a décroché notre cerveau au bout d'une demi-heure et qu'on n'a plus envie de suivre l'histoire et qu'on... C'est imbitable parce que les scènes d'action sont par moments illisibles. C'est imbitable parce que des personnages importants, on va dire, par exemple, l'idée c'est que c'est ses enfants, en réalité, à la reine qui veulent s'emparer d'elle. Et il y a 2 garçons et une fille. Et chacun leur tour, ils vont essayer de s'emparer d'elle. Et la fille, c'est la première à essayer de s'emparer d'elle, sauf qu'elle est un peu plus gentille, on va dire, que ses 2 frères. Et elle disparaît du reste du film, sans réellement de raison. En tout cas, je ne vois plus la raison, mais je me souviens que c'était assez ridicule. Et l'autre gros souci, c'est que le deuxième acte du film, c'est le deuxième frère qui essaye de s'emparer de Mila Kunis, avec Channing Tatum qui vient la sauver. Et le 3e acte du film, c'est le 3e frère qui vient s'emparer de Mila Kunis, avec Channing Tatum qui va la sauver. C'est hyper répétitif, c'est très kitsch, c'est très ridicule, c'est presque de la science-fiction des années 60, avec notre technologie actuelle, rassurez-vous, mais c'est quand même un des pires films de l'année, mais haut la main, quoi. C'est-à-dire que... merde, c'est peut-être même un des pires films de ces 10 dernières années, facilement. De toute façon, ce qui constitue mon top 5 qui va suivre est à mes yeux une grosse catastrophe, quoi. Parce que j'ai le sentiment que 2015 nous a proposé des films qui feraient partie facilement du flop 10 des films de 2015, quoi. Des films des années 2010, excusez-moi. J'étais parti sur Jupiter. Cinquième position. Et là, mon cœur saigne. Mon cœur saigne violemment. Parce que merde, quoi. Parce que les dinosaures, c'est trop bien.
Parce que tonton Spielberg, il a fait un film qui est trop bien, il y a maintenant 20 ans de ça. Et parce que moi, on me dit, il y a une suite et elle va être plus fidèle à l'univers du premier Jurassic Park. Bah, je suis trop content. Et pourtant, bah, ça a donné Jurassic World, quoi. Jurassic World est, au même titre que Terminator Genisys, un revival des années 90, dans lequel on rend hommage, mais c'est même plus rendre hommage, c'est... Si ça ne portait pas la marque Jurassic World, on dirait que c'est du plagiat. C'est très nul, très con ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus des hommages, c'est que c'est... On voit les mêmes scènes. À un moment, c'est un peu pénible. Donc Jurassic World, forcément... je sais pas si j'ai besoin de faire un résumé, mais c'est Jurassic Park, mais en 2015. C'est deux enfants qui sont envoyés dans le parc, et puis ça repart en couille. Voilà. Certains des dinosaures font moins crédibles que dans le film original. Originel. Non, je sais pas quoi dire. En fait, parce que vous n'en êtes pas conscient, mais dans ce top 5, c'est vraiment Jurassic World qui me rend le plus triste. Parce que je l'ai attendu, ce film. Parce que Jurassic Park, c'est mon enfance. Je sais pas si on les voit. Non. Ouais, non, là, en fait, je les ai pas du tout. Si, j'ai un livre de storyboard de Jurassic Park, mais j'ai pas mes bouquins ici. Mais Jurassic Park, mais j'ai lu les livres, et puis j'avais des jouets dinosaures, et merde, quoi. Et donc, c'est vraiment le film qui me rend le plus triste de tout ce top 10, non, de ce flop 10. Je suis trop triste. C'était moche, c'était ridicule, ça ressemblait pas à un film, la musique était mal exploitée, le casting ne sert à rien, réfléchissez-y. Au final, les gamins, ben eux, c'est eux qui essayent de s'en sortir, et Chris Pratt, et Bryce Dallas Howard, ils font que les suivre. C'est-à-dire que dans le parc, je sais pas où sont mes mains dans le cadre, donc on va se mettre là devant ma tête, là je suis sûr que vous verrez. Dans le parc, les gamins font ça, et derrière, il y a, hop, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, hop, et puis ils se retrouvent là, au même endroit, et là, c'est la fin du film, et on fait, ah oui, elle était bien, l'histoire. Après, je veux pas dire, Jurassic Park n'a pas une histoire de fou, mais il a un concept de fou, et c'est de la survie, et c'est tout ça. Là, j'ai pas eu un sentiment de survie, j'ai eu un sentiment de course-poursuite. Mais inintéressant. Jurassic Park, c'est aussi de la survie, que ce soit le 1, que ce soit le 2, et que ce soit le 3. Et pourtant, ça me fait mal au cul. Hein. Le 3, il est vraiment pas bon. Mais par rapport à Jurassic World, le 3, il a compris ce qu'était Jurassic Park, c'est aussi de la survie. Voilà, j'ai rien de plus à dire, si ce n'est que, si tu aimes Jurassic World, bah, tu restes quand même mon ami, mais c'est pas cool. Quatrième position de ce classement, et je vais essayer de faire assez court parce qu'on perd de plus en plus de lumière. Ce qui est certain, c'est que le top 10 film, je le tournerai peut-être pas aujourd'hui. Ou alors je ferai un bricolage avec des lampes, on verra. Alors, quatrième position, Hunger Games, La Révolte, partie 2. Oui, j'étais obligé de regarder le titre, vous m'avez peut-être grillé, je m'en fiche. Je suis pas un grand fan de la saga Hunger Games dès le départ, mais disons que je me suis dit, je me suis tapé les 3 premiers, autant que j'aille voir la conclusion, et que je me dise, ah, tout ça pour ça, d'accord, je comprends un peu mieux. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le dernier film, on fait, c'est chiant, c'est moche, c'est gris, la mise en scène est horrible, hein, c'est gris, il y a même des plans, je ne l'ai même pas vu en 3D, je sais même pas s'il est sorti en 3D, il y a des plans, on ne voyait rien sur l'écran. Et je me suis même posé la question si c'était un souci du projecteur du cinéma, mais après vérification sur internet, il y a plein de gens qui se sont plaints qu'il y a des plans qui sont moches, on ne voit rien. L'histoire, elle tiendrait en 20 minutes, pourquoi ils ne l'ont pas mis à la fin de l'autre? Je comprends pas. En gros, l'histoire, c'est ben les gens, ils veulent aller buter le président, voilà. Les gens, les héros, hein. Je dis les gens parce que là, je commence à être énervé, là, on rentre dans le...
Mais c'est pas intéressant. Il y a un twist, mais il a chié, on l'a vu venir depuis le film précédent, puisque le personnage est introduit dans le film précédent. Mais non, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Me tapez pas. Girl Game, j'aime pas, mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien, mais c'est nul en fait, c'est super nul. Et Jennifer Lawrence, faut arrêter quoi. C'est pas la plus grande actrice de tous les temps, elle a été oscarisée, mais merde quoi. Merde, je n'arrive pas à comprendre. Et j'arrive pas à comprendre ce que Philip Seymour Hoffman et Julianne Moore avaient été faire dans cette galère quoi. Oh, merde. Enfin si, je sais. Ils avaient froid aux doigts. Je n'assume pas cette vanne. Je n'assume pas du tout cette vanne. C'est pour ça qu'on va passer au film suivant. On rentre enfin dans le top 3 des pires films de l'année. Et à la 3e position, un nouveau film français. Vive la France, Cocorico, tout ça. À 3e position, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, de Jamel Debbouze. J'ai plein d'amis qui me regarderaient en me disant « Mais tu te fous de notre gueule! T'as défendu ce film et maintenant tu nous mets dans le top 3 des pires films de 2010. » Oui, j'ai défendu ce film. Pourquoi j'ai défendu ce film alors qu'il est dans le top 3 des pires films de 2010 ? Parce que c'est vraiment un film de cœur de Jamel Debbouze. On sent qu'il avait envie de faire ce film. Ça fait peut-être 10 ans, je crois, qu'il se battait pour faire ce film. Et surtout, il a essayé quelque chose. En France, on n'essaye plus rien. En France, on fait des films qui se passent soit à notre époque, soit dans les années 80. Mais on fait du film franco-français qui s'intéresse à la vie des Français à différentes époques. Mais voilà, on va pas plus loin, on fait rien de plus. Jamel Debbouze, moi on me dit, Jamel va faire un film. Je m'attends à quoi ? Peut-être un film. N'y voyez pas de clichés, hein, mais peut-être un film sur la banlieue ou sur la France. Par exemple, le film La Marche, j'aurais bien vu Jamel le réaliser, par exemple. Et je me suis dit, je n'ai pas roté, hein, j'ai juste fait, ne vous inquiétez pas. Et je me suis dit que c'est plus intéressant que Jamel tente quelque chose comme un film en motion capture qui se passe à la préhistoire que si nous avait fait un film avec le Jamel Comedy Club sur la banlieue. Je sais pas, donc au moins elle a essayé de faire quelque chose, une technologie qu'on a rarement développée en France, pour un résultat nul à chier. Mais nul, mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire que l'animation, je suis sûr que le premier Toy Story est 10 fois plus joli que ce qu'on a le droit. Oh là là, j'arrive plus à parler, je commence à fatiguer là. Mais ouais, Toy Story est 10 fois plus joli. L'histoire est nulle, et il a violé Louis de Funès 2 fois dans le film, parce qu'en fait, on nous dit il y a Louis de Funès dans le film, parce que, en gros, c'est un imitateur qui fait Louis de Funès, et ils ont utilisé une technologie pour reprendre des mimiques des films de Louis de Funès pour les inclure dans le personnage. Mais c'est un viol, et c'est un double viol, parce qu'il y a 2 personnages qui reprennent les mimiques de Louis de Funès. Et merde, c'est horrible, c'est moche, c'est mal écrit. Il y a Mélissa Torio qui est dans ce film, et qui joue comme un pied, alors que c'est un des personnages principaux. Il y a la musique, il y a 3 morceaux passés en boucle, le chara-design est dégueulasse. C'est un film de merde. Mais c'est pas pour autant que j'en voudrais à Jamel, parce qu'il a essayé de faire quelque chose, et ça c'est bien. Peut-être. On vient de découvrir la plus grande découverte de toute l'histoire des découvertes. Après quoi, bien sûr, machin. Deuxième film du classement, Les 4 Fantastiques de Josh Trank. Ouais, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, tout a déjà été dit. Si vous avez lu une critique de ce film, vous savez exactement quels sont les soucis du film. C'est-à-dire que le film fait à peu près 1h30. On a le sentiment qu'il dure 3 heures, alors que son histoire aurait pu tenir en une demi-heure. Vous voyez le délire ou pas ?
C'est-à-dire que le film se concentre sur la naissance des 4 Fantastiques, mais ça prend à peu près 1 heure à se mettre en place. Puis on se rend compte que une des personnes qu'ils avaient abandonnées sur la planète, parce qu'en gros, j'ai mal expliqué. En gros, les 4 Fantastiques deviennent les 4 Fantastiques parce qu'ils développent un portail qui permet d'aller dans une dimension parallèle. Un soir de beuverie, ils se disent « Tiens, on va y aller !» Et ils chopent des pouvoirs. Il y en a un qui est abandonné sur place, et en fait, le mec qui est abandonné sur place, il va vivre je sais pas combien de temps là-bas, sur cette dimension parallèle, et il va devenir un grand vilain, et au final, on a 1 heure, la naissance des 4 Fantastiques, 1/4 d'heure, on a des pouvoirs et tout, c'est flippant, et merde, et on en a oublié un, et le gouvernement, il nous a retrouvés pour qu'on refasse un portail parce qu'on a détruit l'autre. Non, je sais pas s'ils l'ont détruit, je sais plus. Non, ils veulent en faire un plus grand ou quelque chose comme ça. Et les 10 dernières minutes, c'est « Ah, je suis le méchant, je viens détruire votre planète. » Parce que... Prout. Le méchant n'a aucun argument, il arrive dans les 10 dernières minutes, il tente de détruire la planète, les 4 Fantastiques le butent. Fin. Le film est moche. Il y a eu des reshoots, mais... C'est-à-dire, ils ont retourné à peu près la moitié du film, je pense. Suite à de gros conflits entre Sony et Josh Trank, tout ça. Lisez le background du film. Lisez les conditions de tournage, le comportement de Josh Trank, le comportement de Sony. Je prends pas parti. Je sais pas qui défendre dans l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que le résultat est... Waouh, et extraordinairement nul. C'est probablement l'un des pires films que j'ai pu voir de ma vie. J'ai aucun doute là-dessus. Il est tellement mauvais qu'il rend les 2 précédents films hyper kitschouilles, hein, attention, hyper mal joué, hyper kitschouille, mais qui au moins avait Chris Evans qui était plutôt cool et sa relation avec la chose qui était sympa. Bah ça rend... C'est presque des bons films à côté. Mais vraiment, on prend plus de plaisir à regarder ça, je pense. Il y a plus de scènes d'action, il y a plus d'histoire, il y a plus de relations entre les personnages. Là, il se passe juste rien pendant 1 heure et demie. Horrible. Horrible. J'ai pas d'autre mot. Connasse. Et je suis pas en train de vous insulter. Hein. Je suis en train d'insulter ma vie pour m'avoir mené à voir ce film. Connasse, c'est pas du cinéma. Je suis hyper triste, hein. Je suis hyper triste de vous parler de ce film, parce que c'est officiellement un des pires films que j'ai jamais vu. C'est un cauchemar, c'est pas un film, le personnage est... Non, c'est horrible. Connasse. Connasse, ce n'est pas que du cinéma. Connasse va plus loin que le cinéma. Connasse est une œuvre diabolique faite pour que le spectateur perde le contrôle de son corps, entre en dépression et meurt. Camille Cotin a développé à la télévision ce personnage antipathique, sans faiblesse, qui ne fonctionne donc pas dans un film. Puisque ce qui est intéressant dans un film, c'est suivre un personnage qui nous intéresse. Camille Cotin, grande interprète, grande comédienne, qui nous propose dans ce film le pire personnage que l'histoire du cinéma nous ait donné à apercevoir. Un personnage désagréable avec tout le monde, qui ne se remet jamais en question. Un personnage dont le spectateur lambda ne peut pas s'identifier. Peut-être que la Parisienne put s'identifier à ce personnage, mais moi, je ne peux le faire.
Connasse. Un film qui nous narre l'histoire de cette Parisienne qui décide de devenir princesse en souhaitant épouser le prince Harry. Connasse, un film en caméra cassée qui ne prend pas uniquement les spectateurs pour des cons, mais qui prend également pour des cons les uns pris au piège par cette boîte noire, cette machine merveilleuse qui dans ce film devient machine du diable. Connasse, je te dis. Connasse. Connasse. Ceci était ma déclaration à toi, film de merde que je ne souhaiterais jamais revoir. Film qui, chez moi, a provoqué une maladie. Oui, c'est vrai. En sortant de la salle, je me sentais mal. J'ai passé une semaine malade dans mon appartement après avoir vu ce film. Connasse. C'est tout ce que j'ai à te dire. Henri, ça capte pas là. J'ai pas de réseau. Ils sont trop épais les murs, hein. Excusez-moi pour ce bug. Excusez-moi pour ce qui vient de se passer, je ne contrôle pas toujours mon corps, et là, je crois que l'esprit de Jean-Luc Godard est venu me pénétrer. J'ai envie de retirer cette phrase du montage, mais je la garderai. Voilà, c'était le flop 10 de 2015, comme vous voyez, des bons gros films de merde, je vous conseille de n'en regarder aucun. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très très bientôt, je l'espère, et cette fois je tiendrai ma promesse, parce que faire un top 10 2015 en 2017 n'aurait plus de sens. Donc je suis obligé de le faire cette semaine, et je le ferai, je tiens mes engagements. Moi après, non, on va pas partir là-dessus. Je vous dis à très bientôt, je vous dis allez au cinéma, profitez de la vie, mangez du beurre, c'est délicieux. Fa fa